Hey, hey, salut la communauté! Non, non, je ne suis pas Pépé, mais il est avec moi dans vos écrans et dans vos oreilles pour un autre épisode de Discuter entre les dés, thématique les vilains. Salut Pépé, comment ça va? Ça va bien. Je suis comme intimidé parce que je suis comme habitué de faire les intros. Fait que là, c'est Ah ouais, comme pas moi qui le fais. Fait que je sais comme pas comment me mettre sur mes pieds. Je suis juste comme hey, c'est ça. salut Félix, ça va bien, toi? Ouais, ouais, vis mon malaise à chaque fois qu'on fait des vidéos. Hey, c'est pas vrai, arrête. Ben Là. non. Hey, mais un jour je vais te passer à monter de niveau, ça va valoir la peine. Et en plus, no joke, je voulais t'en parler. No joke, je That's voulais it. t'en parler. Bon. That's it. La Mais chimie, la ben oui. complicité, c'est fou. Ben oui. Mais c'est pas de ça dont il est question Non, aujourd'hui, Pierre-Philippe. non, non, non. Aujourd'hui, on parle de ces ennemis, de ces monstres, de Oui. ces archétypes de vilains que l'on adore détester dans le jeu de Oui. rôle, puis aussi dans toute pièce de littérature, pop ou name it, là, film, livre. Toi, Pépé, pour toi, Oui. c'est quoi un vilain? Oh mon Dieu, c'est tellement de choses à la fois, mon cher Félix. Sincèrement là, pour moi, un vilain, c'est pas. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué à mesure que la culture aussi a avancé, à mesure qu'on s'est habitué Mhm. à être dans des zones beaucoup plus grises, Ouais. autant dans la fiction que dans le jeu. On est beaucoup moins dans la dichotomie à mesure que le temps avance. Mais selon moi, un vilain, c'est quelqu'un que je peux décrire dans différentes cases, je te dirais, parce que je, Ok. je crois que c'est important dans le contexte. Moi, je suis un gars de case. Tu sais, j'étais le genre de gars qui, au secondaire, j'aimais ça comme remplir des tests pour me faire dire que j'étais comme tel type d'étudiant ou Exact. des tests de psychométrie. Tout ça. Un grand J'adore ça. fan du magazine Cool, là. Exactement. Tu sais, savoir quel type de thé vert je suis, des trucs de même, là, c'est le genre de choses qu'on faisait quand on était jeune. Mais je te disais ça parce que j'aime ça, justement, pouvoir cadrer mes vilains dans des genres, dans des styles différents. Parce que ça permet, selon moi, à mieux les construire par après pour pouvoir les Mhm. mettre en action, pour pouvoir les mettre sur l'avant-scène face aux héros. Parce qu'il y a comme certaines règles, si on veut, à respecter pour pouvoir avoir des bons vilains, je crois. Je pense pas Ouais. qu'il faut lancer ça comme à tout vent et y aller vraiment à improvisation totale. Je pense que ça peut se faire. Je pense Ouais, que ça ouais. peut se faire, mais je pense que ultimement, si tu veux avoir un bon vilain construit, il doit avoir certaines normes qui doivent être respectées pour que ça puisse vraiment se transparaître dans le jeu. Et d'ailleurs, justement, il y a ces sept types de vilains-là que j'aimerais pouvoir te nommer, si tu me permets. Shoot! Puis si tu me permets pas, je vais le faire quand même, de toute façon. Calique, t'es un rebelle. Je suis un rebelle. Je suis de même. Quand je suis pas DM, là, je suis rebelle. Ouais, dans le fond, sept types de vilains que je crois qu'il est possible d'inclure dans un contexte de jeu de rôle que j'ai déjà soit moi-même mis dans un jeu de rôle ou que j'ai vu de mes yeux vus. Il y a ce qu'on appelle le classique, la bête. OK. Mhm. La bête, je vais en revenir en plus tout à l'heure, je vais en reparler dans quand on va aborder un autre sujet. Mais la bête, selon moi, c'est le vilain qui a une impulsion animale, qui agit selon un instinct, qui n'a pas une volonté de mal faire ou une volonté de s'opposer au héros à son plan, Ouais. mais plutôt un besoin de sustenter, dans le fond, une pulsion primaire comme la faim ou autre chose de ce genre-là. Si, selon Très moi, c'est cool. quelque chose qui. Oui, c'est simple, mais en même temps, c'est efficace. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis justement, je pense que c'est un type de vilain que j'apprécie particulièrement parce que Ouais. plus on joue à Donjon Dragon, je vais savoir ton avis là-dessus, plus on joue à Donjon Dragon, plus on a l'impression de. Tu sais, souvent, tout va essayer de se faire régler un peu par des encounters sociaux, essayer de charmer le vilain. Tu sais, le gros classique du bal qui veut charmer le dragon, là, des choses comme Mhm. ça. Là. Ouais, ouais. C'est quelque chose que tu peux pas faire avec une bête. Tu peux pas le faire. Non, puis je trouve que ce qui est cool de la bête, c'est que ça va amener ta partie, peu importe le modèle de jeu que tu utilises, je pense que ça amène ta partie à se diriger vers l'exploration, l'enquête, l'investigation. Puis parce que, justement, la bête, c'est un monstre. Ouais. Fait que t'as pas le choix d'amener tes joueurs à comme prendre connaissance des ravages que cette bête-là fait, de la tracer, puis de peut-être embaucher quelqu'un qui est un spécialiste de la bête. Tu sais, ça ouvre là, tout un univers de roleplay avant de se diriger à comme faire le build-up narratif vers la fameuse rencontre. Tu sais. Puis quand j'utilise des bêtes dans mes parties, ce que j'aime bien faire, là, c'est le présenter au début.
voir la bête, montrer la bête qui agit, qui a un impact, on prend conscience d'eux. Puis là, après ça, les joueurs doivent la chasser. Tu sais, tu présentes un peu déjà une partie du Mhm. monstre qu'ils vont avoir à combattre. Mais ouais, moi j'aime bien la bête aussi. Oui. Très cool. Parce que surtout que dans un contexte, pour rebondir à ce que tu dis, c'est qu'il y a comme un aspect, justement, comme tu mentionnes, l'aspect narratif, l'aspect roleplay va se jouer autour de on va dire, du cheminement qui va mener jusqu'à l'affrontement final avec la bête. Puis une fois que l'affrontement final arrive, ben, il n'y a pas de logique de social à suivre. Là. C'est Non, une non, bête, ça c'est va un gros t'attaquer. monstre. Là. Ouais, c'est C'est une un gros bébite. Là. monstre, Ouais, exactement. ouais. Ouais. Sinon, ben, je vais essayer de ne pas nécessairement m'attarder 20 minutes sur chacun des styles. Là. On va quand même enchaîner. Regarde, on Il y a, jase, on jase. ouais, on jase. Regarde, hey, on est là entre amis. Ben, j'espère. Puis Oui, mon oui, ami. oui, je te confirme. C'est confirmé devant YouTube. Parfait. Il y a l'ancien, on va dire l'ancien, en anglais, on va appeler ça The Ancient Evil, tu sais, Mhm, le méchant ancien, justement à la manière de, par exemple, Cthulhu. mhm, très cool. Cthulhu ou même Sauron, c'est un exemple aussi. C'est Ouais. un exemple qui me vient en tête. Quelqu'un qui est dangereux, quelqu'un qui provient vraiment d'une autre époque. Je pense que c'est vraiment un terme, un élément qui doit être considéré. Quelque chose qui provient une autre époque et qui, a priori, les personnages n'ont pas d'importance pour cette chose-là. Non, non, c'est ça. Et Ouais, ça aussi, je trouve ça c'est cool, ça. intéressant. Ouais. C'est cool parce que ça permet d'amener justement la notion de différents âges, différentes époques, puis d'être alien des fois sans venir d'une autre planète, là. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Ça, je trouve vraiment que ça peut être une belle opportunité. Sinon, il y a le bully, comme on va l'appeler, qui est quelqu'un Hmm. de vraiment plus humain, quelqu'un qui va être. Justement, je pense que ça, c'est important. Je trouve ça intéressant parce que c'est un vilain qui peut être le vilain final d'un scénario, de quelque chose, mais le bully n'a pas l'intention, du moins primaire, de vouloir mettre fin à la vie des personnages. C'est pas quelqu'un qui va Non. vouloir les tuer, c'est quelqu'un qui va vouloir bullier. Et il y a souvent l'explication du pourquoi est-ce que cette personne-là veut boulier. Et c'est là que l'aspect vraiment nuancé, gris va embarquer. Peut-être que lui-même s'est fait écœurer quand il était plus jeune, puis en est venu à devenir ce qu'il est maintenant, cette brute-là. Ouais, tout à fait. Un exemple, je trouve très marquant pour ça, c'est Drago Malfoy dans Oui, Harry Potter. Tu sais, oui, puis tout ce développement du personnage aussi au fil du temps qui peut être très cool à amener dans vos quêtes. Un vilain de bas niveau que vous rencontrez en début de campagne qui évolue, puis au bout d'un moment, ben, vos personnages sont tellement forts que peut-être le vilain peut devenir un allié ou autre. Là. Fait oui. que, ouais, ça, c'est vraiment cool. La Team C'est sûr, Rocket oui. dans Pokémon aussi. Ou même un exemple, dis-moi ce que tu en penses pour les personnes qui écoutent notre série Obélien, je dirais même Sucri à la limite. Ouais? Je le verrais comme un bully parce qu'il n'y avait pas nécessairement l'intérêt de vous tuer. Non, non. Il y avait l'intérêt de vous toguer, de prendre vos choses et de Mm. partir avec. Là. Ouais. C'est un type de vilain que j'apprécie bien parce que justement, c'est un vilain qui a un côté très humain à Ouais. son approche. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le mastermind, qui est vraiment comme oh mon Dieu, voyons, l'espèce de classique, la personne qui va toujours être une step avant le héros, avant les Ouais. personnages principaux. La personne qui va tout le temps avoir préparé vraiment son plan d'avance et qui va Ouais. avoir plusieurs serviteurs, plusieurs hommes de main à son service pour pouvoir accomplir ses méchantes machinations. Je trouve que c'est un vilain qui va souvent se laisser désirer avec le temps. Mhm. C'est rarement quelqu'un que tu vas affronter directement dans un combat final. Souvent, ça va être échelonné sur plusieurs segments. Puis ça, je trouve ça intéressant aussi parce que, pour l'avoir vu dans des parties où est-ce que j'étais joueur, souvent un vilain qui va être mastermind, c'est qu'il va avoir le combat final. Admettons qu'on parle du combat final contre le vilain. Ça va être divisé en plusieurs moments ça ne sera pas nécessairement un affrontement direct avec le vilain. Et au moment où tu arrives directement sur le vilain, le combat est fini. Il n'y a plus de combat. Là. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, ce que tu combats, d'abord et avant tout, pour le mastermind, c'est son plan. Puis, Ouais. tu sais, le piège dans lequel on peut facilement tomber en tant que DM, je pense là-dessus, c'est que le mastermind a tout prévu, tu sais. Fait que vos joueurs arrivent finalement au bout du donjon pour récupérer l'artefact magique qui va leur permettre de ramener la maman d'un joueur à la vie, puis ben, Mhm. le mastermind l'a volé, tu sais. Oui, il y a toujours il y a toujours tout prévu d'avance, puis ça peut devenir un peu fâchant pour vos joueurs. Par contre, un plan bien exécuté, il récupère l'artefact, mais il y a une conséquence, il y a une malédiction parce que le mastermind avait prévu que vous alliez récupérer l'artefact. Tu sais, je pense que c'est des twists qui permettent de ne pas le rendre partout, omniscient, qui sait Ouais. tout, il planifie tout, mais il y a un plan super bien exécuté. Fait que, ça, c'est très cool. Très cool. Oui, oui. Sinon, également, pour terminer les trois derniers, il y a ce qu'on appelle le Dark Lord, qui est Mhm. vraiment comme
on va dire en français le Seigneur Noir, qui est quelque chose qui va un vilain qui va ressembler un peu à ce qu'on appelle le Ancient Evil, sauf que le Dark Lord, il est dans un contexte contemporain des personnages. OK. Souvent, ça va être un personnage qui va s'approprier, qui va avoir l'aspect d'un archétype très surpuissant, un roi, un duc, un seigneur de guerre, un général. Il va avoir des armées avec lui, des peuplades, vraiment une puissance assez imposante, tout comme l'Ancient Evil, sauf qu'il va être justement contemporain. Il va être au goût du jour par rapport à la réalité actuelle des joueurs, par rapport à la politique actuelle des joueurs. C'est un autre type de vilain. On pense par exemple à Darth Vader, justement, c'en est un très concret dans ce genre-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le vilain qui est le miroir, qui est en tout point, on va dire, le contraire du personnage principal ou des personnages principaux, des personnages. Je ne sais pas si toi, de ton côté, moi, j'ai jamais vu ça encore, mais vraiment, des aventuriers qui vont combattre on va dire, des anti-aventuriers, des équivalents de eux, mais vraiment d'un point de vue négatif, d'un point de vue vilain. J'ai jamais vu ça. Ça doit quand même assez touché à faire parce que le contexte du combat doit être assez difficile. La finalité du combat peut réellement tomber en TPK si ça tombe d'un côté comme de l'autre. Oui, puis j'ai eu le plaisir de le faire dans une campagne où je suis joueur par notre maître du jeu, Philippe, que je salue, du groupe des contes et des dés. Puis c'est cool parce que notre groupe s'appelle le Crépuscule. Puis nos ennemis s'appellent le Zénith. Puis chacun des personnages du Zénith a été recruté par une tête pensante pour venir justement negate un des joueurs. Fait que on a un mage, ben il y a un anti-mage. On a quelqu'un qui est vraiment fort à distance, ben eux ils ont un super archer aussi. T'sais. Fait que ça permet à chaque fois qu'on a un encounter, ils ont toujours quelque chose dans leur manche pour nous contrer. Mais on leur a quand même sacré une maudite volée. C'est comme ça qu'on joue à Donjon Dragon. Je suis fier de toi. There you go. Mais oui, effectivement, le miroir qui est vraiment on va dire, le héros, l'équivalent du héros dans tous les points de vue, autant que ce soit mentalement, physiquement, mais qui va être stimulé par un objectif absolument contraire au personnage principal. Ouais, très cool. Je pense par exemple, le plus. Je pense qu'un des plus remarquables que je peux mentionner, c'est genre, comment il s'appelle? C'est Professeur Moriarty, dans le fond, de Sherlock Holmes. C'est c'est vraiment l'équivalent de Sherlock Holmes, mais d'un point de vue vilain. Et finalement, ou le vilain dans tous les Pokémon qui finit par choisir le Pokémon qui est l'ennemi juré de ton Pokémon à toi. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est vraiment deux types c'est les deux. Le professeur Moriarty puis le Pokémon contre ton Pokémon. Le Pokémon contre ton Pokémon. C'est les deux meilleurs. On pige partout. Et finalement, le dernier, et non le moindre, c'est le héros de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, puis selon moi, c'est quelque chose qui... c'est un type de vilain qui, je pense, disparaît un peu avec le temps à mesure justement qu'on est dans un contexte plus gris, moins dichotomique. C'est le vilain qui est clairement défini dès le départ comme étant un personnage qui est idolâtré par d'autres comme étant un héros. Pas comme étant un maître ou comme étant un roi, comme par exemple, justement, Sauron ou Voldemort. Là. Tu sais que Voldemort, il n'est pas fin, même quand tu es un pas fin et tu travailles pour lui. Là. Je parle plutôt, par exemple, de Magneto. Les X-Men. C'est que lui, il est suivi par des gens qui voient vraiment son intérêt. Il y a quelque chose de bon, fondamentalement bon dans ce qu'il veut accomplir, mais les méthodes qu'il va utiliser vont être dangereuses et violentes. Ça, d'après moi, c'est 7 type de vilain qui, je crois, peut être transposé dans le contexte d'un jeu de rôle, puis de pouvoir les connaître, de pouvoir vraiment les différencier. Ça permet de pouvoir, par la suite, de préciser vraiment son vilain, parce que, au final, je vois ça comme un gros bloc de pierre. Tu as comme plusieurs types de pierres que tu peux travailler. Puis une fois que tu l'as, ton gros bloc, mais là, tu peux commencer à faire de la sculpture dedans puis à essayer de la raffinir pour pouvoir avoir un résultat qui va être subtil, convaincant, mais qui va être au final quand même pouvoir être mis dans une case et être compris comme tel. Assurément. Puis quand on avait discuté préalablement, parce que bon, les échanges sont libres, mais on essaie de se préparer un peu hein, quand même. Un petit peu. Il y a aussi un type dont on avait discuté de vilain qui est la machine.
Oui, c'est vrai, t'as Ouais, la raison. machine, tu sais, que ce soit une bombe que vos joueurs doivent désarmer, un gros truc qui va faire exploser une ville. Puis ce que j'aime bien de la machine, c'est que justement, elle a pas d'émotion, elle ne joue pas un rôle prépondérant nécessairement dans les actions au quotidien, Mhm. mais elle est toujours là, tu sais. Oui. Euh, On l'avait, je me rappelle, rappelez-moi, je pense qu'on l'avait comparé à la bête, sauf que c'était d'un point de vue technologique, dans le sens que exactement. tu pouvais pas, c'est ça, tu pouvais pas nécessairement la faire résonner. Tu sais. Ben exact. Puis tu sais, il peut y avoir, c'est pas obligé d'être une machine toujours technologique, mais c'est souvent des mécanismes ou autres. Tu sais, on peut penser peut-être l'espèce de notion de chronomètre dans Majora Mask ou tu sais, il y a des Mhm. façons d'amener ces dynamiques-là qui ne sont pas comme je dois combattre ce monstre-là, je dois accomplir quelque chose, sinon la machine va me battre. Tu sais. Fait que, Oui, ouais, ça c'est cool aussi. Hey, très cool, Pépé, très, très nice. Tu sais, moi, je trouve ça intéressant parce que tu peux choisir un type de vilain, puis après ça, comme tu dis, tu le sculptes selon tes idées, ton histoire, ton oui. aventure. Tu peux en combiner ensemble. Puis, comme on parle d'archétype, ben, la seule autre question qu'on avait prévue pour notre échange, toi, Pépé, si tu avais Oui. à me nommer des vilains que tu trouves cool, autant du jeu de rôle que du monde de la littérature, pop culture ou autre, ce serait qui et pourquoi? OK. Ben écoute, je vais t'en nommer deux du monde du cinéma. Puis je vais t'en nommer un du monde du jeu de rôle que je connais bien, OK? vu une campagne que j'ai animée. Dans le fond, du monde du cinéma, je te dirais le xénomorphe dans les films d'Alien, qui est Oh. une bête, que je rentre dans la catégorie des bêtes. Et c'est, selon moi, l'exemple le plus pur de cette forme-là parce que c'est une créature de survie. C'est une Mhm. créature qui cherche à se reproduire, à se recréer. Et il n'y a aucune possibilité de raisonnement avec elle. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est que au final, quand tu écoutes, par exemple, Alien 1, là, tu peux pas comme. Oui, tu vas la trouver intéressante, tu vas la trouver fascinante, puis même que c'est mentionné dans le film qu'elle est fascinante, qu'elle est intéressante. Sauf que jamais tu vas te dire ah, finalement, à la fin, ils vont être capables de la piéger ou de la faire raisonner. Non, non, zéro de ça. C'est une bête. Il n'y a pas, il y a aucune action. La seule action possible, c'est de la détruire, c'est de la mettre hors d'état de nuire. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui ne doit pas être sous-estimé dans le Mhm. contexte du jeu, parce que justement, de plus en plus aujourd'hui, on est habitué à ce que les rencontres sociales vont être vraiment très favorables à la résolution de conflits. Mais de temps en temps, c'est le fun de pouvoir mettre dans les pattes des joueurs quelque chose qu'ils ne peuvent pas réagir avec. Ils ne peuvent pas Non, comme avoir une réaction avec elle. Et ça, je trouve ça le fun parce que là, les joueurs sont un peu pris, sont genre ah, exact. fuck, on pensait de soit la convaincre, faire un natural 20 sur un jet de persuasion, des choses comme ça. Mais ça ne fonctionne pas avec genre un alien. Ça Non. fonctionne pas. C'est ça. Excellent. Deuxième exemple, c'est Nurse Ratched dans le film de Vol au-dessus d'une coucou avec Jack Mhm. Nicholson. Elle, je la vois comme étant un bully parce que elle fait sa job. Elle fait sa job, Ouais. c'est-à-dire être une infirmière très froide, très directe, très. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film où est-ce que Jack Nicholson il essaie de se sauver d'un asile psychiatrique parce qu'il fait semblant d'être un peu zozo. Puis elle, ben, elle fait tout en son pouvoir pour rendre son quotidien le plus misérable possible. Parce qu'au final, on se rend compte aussi que moralement, cette femme-là se retrouve à totalement un autre axe que le personnage principal qu'on suit, qui est celui de Jack Nicholson, Ouais, qui est un ouais, ouais. vrai, qui est un vrai enculé, mais qu'on suit et qu'on apprécie quand même. Mais elle aussi, c'est quand même une vraie enculée parce qu'au final, même si ses actions sont légitimes à elle, sont quand même terribles et ont quand même des conséquences qui ne sont absolument Pas qui négligeable. sont pas négligeables. C'est ça, ça apporte vraiment Non, des non, non. résultats, des événements dans le film qui font en sorte que toi, en tant que spectateur, tu fais oh mon Dieu Seigneur, c'est vraiment terrible ce qui vient de se passer. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose de très, très plaisant à porter dans le contexte d'un jeu, dans le sens que, par exemple, je pense que l'exemple le plus concret dans une game de jeu de rôle que je pourrais imaginer, ce serait les gardes d'une ville. Tu sais, Ouais. qui vont. Je pense, exemple, Waterdeep, là, dans le contexte de jouer à Waterdeep, c'est super réglementé tout ce qui se passe dans la ville. Tu as les gardes là, qui sont là, mettons que tu sors tes armes, tu te bats, tu lances des spells, tout ça, tu vas tout le temps avoir affaire avec la loi et l'ordre, puis tu vas devoir réagir en conséquence, puis ça peut finir que tu vas être un peu perçu comme un vilain, alors qu'au final, tu es le personnage principal de ton Ah ouais, ça histoire. c'est cool ça. Ouais. Ouais. Fait que pour ça, je trouve ça aussi vraiment très belle possibilité de jeu
narratif, contrairement à la bête que tu ne peux pas raisonner avec elle. Le vilain, le bully, a un aspect très social qui est très intéressant à explorer. Et finalement, le dernier que je voulais te nommer, qui est justement plus dans le contexte vraiment sorti du jeu de rôle. Moi, j'ai animé, puis là, les gens vont faire, tout le monde la connaît maintenant, cette campagne-là, La Malédiction de Strahd. J'ai animé cette campagne-là. Et Strahd est, selon moi, un des très bons vilains de Donjons Dragons, du jeu de rôle en général, parce que il est, de un, il est présent, il est là tout le temps. C'est, selon moi, une espèce de mélange entre un Ancient Evil, un mal ancien, mais c'est aussi un Lord en quelque sorte, parce qu'il Ouais. est très contemporain à ce que les joueurs vont vivre présentement, mais son histoire est vieille, son passé est très profond et très complexe. Et à mesure que la partie Ouais, c'est cool. avance, à mesure que ce vilain-là se révèle et se montre, dans le fond, sous un nouveau jour, mais il est toujours là, il est toujours là, il est toujours. C'est ça qui est très cool avec cette campagne-là, c'est qu'il va toujours être non loin des personnages et il va jouer un peu avec eux parce que son but ultime, c'est pas nécessairement de les tuer. C'est ça qui est cool. Peut-être qu'au final, après genre quelques levels, et après que genre les joueurs lui aient pété peut-être la gueule 2, 3 fois, peut-être qu'il va se dire OK, je vais les tuer, mais à la base, c'est pas nécessairement ça son objectif. Non, Je c'est pense que ça. c'est une des plus belles richesses d'un vilain, c'est de ne pas vouloir nécessairement mettre à mort les personnages principaux de la campagne. Ben, tout à fait. Puis tu sais, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que, à mon avis, ce qui fait d'un vilain un bon vilain, c'est justement une intention qui n'est pas reliée à vos héros Oui, de absolument. l'aventure. Tu sais, c'est qu'il a il a sa propre volonté. Ça peut être cool quand même des campagnes où vous êtes toujours en opposition à un ennemi juré qui veut votre mort parce que vous avez manqué un coup d'état, vous avez Oui, fait une bourde dans une ville, vous êtes chassé, peu importe. Là. Tu sais, je trouve que ça a de la valeur. Sauf que la plupart des archétypes de vilains qui, moi, viennent vraiment me chercher puis que j'aime détester, c'est ceux qui ont une intention que moi, je dois contrecarrer. Il veut réunir des royaumes pour devenir le suprême monarque. Il veut exterminer une espèce du royaume parce que elles lui ont causé un tort par le passé. Mais c'est pas directement dirigé vers les joueurs. Mais en plus de ça, il y a quelque chose qui vient en opposition à vos joueurs. Mhm. Donc oui, il veut réunir tous les royaumes, puis vous, dans votre groupe, il y en a un qui est un sang noble, qui est un descendant d'une famille Ouais. noble. Fait qu'au final, quand il l'apprend, il se dirige contre vous, puis c'est pour ça qu'il devient vilain, tu sais. Oui, parce que Euh, c'est vraiment important que le vilain devienne un obstacle aux joueurs. exact. Parce que les joueurs, il faut qu'ils se sentent investis là-dedans. Tu sais, si tout ce que le vilain fait tourne autour des joueurs, mais les touche jamais, pourquoi est-ce que les joueurs ils restent mêlés de ces affaires, autre que le fait que c'est un peu méta, puis qu'on joue un jeu, puis qu'il faut comme accomplir le scénario en soi? Exact. C'est plus intéressant justement de mettre le vilain comme étant un obstacle et non pas comme étant justement le vilain qui vient attaquer les joueurs. Il est juste comme une épine dans le pied en quelque sorte. Tout à fait. Puis Ouais. l'inverse aussi, que les joueurs soient un obstacle pour le vilain et Ben non oui, pas son objectif en soi. ben Tu sais. oui. Ouais, Puis toi, très cool. Félix, de ton côté, tu peux en nommer 3 de même? Es-tu Ouais, capable? tout à fait. Je peux t'en nommer trois. Le premier, je vais faire appel à vos souvenirs d'enfance. Là. Un des vilains que moi j'aime bien et qui a marqué mon imaginaire dès que j'étais jeune, c'est le prince Jean dans Robin des Bois. La version Euh, avec des animaux? ouais, la version avec des animaux. Ok. Il existe aucune autre version, Pépé. Il n'y a que celle-là. Il y a celui-là avec Kevin Costner, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, gars, pour moi, Robin des Bois, c'est un renard. Ok, parfait. Euh, pourquoi est-ce que je trouve pourquoi est-ce que je trouve ce vilain-là très cool? Je pense qu'il peut fitter dans deux des catégories que tu as parlé plus tôt. C'est un Dark Lord parce que il est foncièrement méchant, il n'a pas une bonne volonté, mais il a aussi plein de sbires, il peut utiliser son réseau de contacts pour pouvoir venir contrecarrer les plans de Robin des Bois. Mais c'est aussi le miroir de Robin des Bois. Puis je trouve que ça, pour l'imaginaire de des jeunes, si vous avez à jouer avec des gens qui sont peut-être moins versés dans les jeux de rôle, qui sont peut-être moins passionnés des intrigues super complexes, de présenter un vilain qui est l'opposé d'un de vos joueurs principaux, sans nécessairement dire que c'est immédiatement son némésis, ça facilite qu'il y ait un conflit. T'sais. Ouais. Ils sont pas d'accord sur une valeur fondamentale, c'est sûr qu'il va y avoir confrontation. T'sais. Parce que c'est la loi et l'ordre, alors que Robin des Bois, ben, c'est l'anti-loi et le chaos. Exact. Puis c'est l'avarice, c'est de venir chercher toutes les richesses, tandis que Robin des Bois, c'est de les redistribuer. C'est de taxer sans bon sens, tandis que Robin des Bois, il donne sans bon sens. Fait, il y a toujours cette opposition-là qui est comme facile narrativement à se dire, bon, ben oui, on le montre comme un archétype, puis c'est le vilain. C'est un peu simpliste, mais je trouve que ça fonctionne bien. Quelque chose qui est peut-être moins évident à identifier comme vilain, puis là, je vais m'excuser à tous les gens qui sont des passionnés
d'astronomie, faut jamais que je me trompe. C'est le méga astéroïde, comète, météorite, grosse boule de patente qui vient de l'espace, qui fonce sur la Terre dans Armageddon. OK. Je trouve que c'est un solide vilain. Je suis vraiment comme. Quoi? OK. OK. Parce qu'il incarne le rôle de la machine. Dans le sens où, Ah! tout au long de l'aventure, les personnages du film vont devoir venir combattre cet astéroïde-là, mais l'astéroïde en question, il a rien fait, là. Il a pas de volonté, lui, là. Lui, il fait juste foncer à toute vitesse vers la Terre. T'sais. Puis je trouve que ça représente bien, justement, ce qui est important, selon moi, pour une machine, c'est l'aspect de pas de volonté propre. Soit le hasard, soit quelqu'un ou quelque chose l'a configuré, mais tu dois combattre la résultante. Tu veux pas qu'il arrive à terme, tu veux pas que la bombe explose. Donc, moi, je trouve que ça peut être cool à amener dans une campagne, peut-être de plus courte durée, parce que 3 ans à se combattre contre un astéroïde, ça peut être vachement long. Non, mais c'est intéressant. Tu mentionnes ça, puis ça me sort comme des idées. Tu sais, au final, il peut quand même avoir plusieurs tentatives d'action qui peuvent être mises de l'avant pour contrecarrer le vilain. Tu sais, que ce soit par exemple un missile qui va faire dévier sa trajectoire, une bombe que tu vas vouloir justement mettre dessus pour le faire exploser avant qu'il touche la Terre. Whatever, un vaisseau qui va venir pousser le météorite, un peu comme dans une guerre exprès de chez vous, pour qu'il puisse se tasser un peu. Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, dans le one-shot qu'on a fait de Troika, jusqu'à la toute fin, spoiler alert, jusqu'à la toute fin, quand on arrive et qu'on comprend que bon, il y a des gens qui ont une volonté puis qui veulent connecter les univers entre eux, l'espèce de fameux fil rouge que l'on suit, qu'on a comme l'impression qu'il est juste là, tu sais, il a rien fait, il est pas méchant, c'est juste un fil rouge, tu sais. Moi, ce que j'ai aimé de ça, c'est le mystère que ça engendre. Parce que immédiatement, quand tu es confronté à un vilain, comme joueur, tu te poses la question, pourquoi il fait ça? Si je comprends pourquoi il veut réunir les royaumes, je vais être capable de trouver comment je peux contrecarrer ses plans. J'ai juste à trouver comment je peux stopper ça, ou venir l'attaquer lui, puis le persuader que c'est pas une bonne idée. L'astéroïde, là, il fonce, il s'en fout. Là. Puis chaque minute que tu prends à essayer de trouver un plan, il fonce. Le chronomètre de la bombe, il continue à défiler, tu sais. Fait que je trouve que, en tout cas, moi, je suis un gros passionné des machines. Non, c'est intéressant. Ça me fait faire des réflexions avec justement, par exemple, en quelque sorte, la one-shot qu'on a fait, le premier one-shot qu'on a fait ensemble de Worm, qui est avec les volcans, ça rentre aussi là-dedans. Là. Ben oui, c'est ça, exact. N'importe quel phénomène naturel ou autre qu'on sait qui va se produire, puis encore une fois, un peu pour la même chose que pour la bête, tu peux le présenter plus tôt dans ta campagne. Et les joueurs doivent combattre les conséquences de l'explosion nucléaire. Exactement. Puis retrouver à la source, puis refermer la bombe pour empêcher les radiations. Tu sais. Je sais pas pourquoi je suis stické sur une bombe nucléaire depuis le début de ce podcast. Je sais pas. Je m'en excuserai. As-tu une crainte? Je salue nos auditeurs à Tchernobyl. J'imaginais juste comme un gars de c'est ça. Ils sont deux collés ensemble. C'est vraiment bon. Puis le troisième vilain qui, moi, marque mon imaginaire, je l'ai dit dans un autre podcast. Actuellement, avec mes joueurs à Donjon Dragon 5e édition, on roule la campagne Rise of Tiamat. Oui. Tyranny of Dragons, la tyrannie des dragons, qui est composée de 2 volumes, Horde of the Dragon Queen, puis Rise of Tiamat. Puis, moi, j'adore Tiamat. Mais là, je vais mettre un spoiler alert pour les gens qui peuvent jouer la campagne. OK. Fait que spoiler alert, tout le monde. Vous le savez. Tiamat, à mon avis, on va tout de suite le voir comme un Ancient Evil. T'sais, il vient d'un autre monde, il vient des enfers, c'est une entité externe, extrême, méchante, puissante. C'est difficile ça. Difficile à comprendre. Puis tout. Exactement. Mais il y a quelque chose un plot twist incroyable pour le Mastermind. Pour en faire un Mastermind, c'est que le plan de Tiamat dans l'aventure, c'est de dire à un dévot de son culte, hey, il y a des masques puissants que si tu réunis, tu vas pouvoir me ramener à la vie, puis après ça, moi je vais être en contact avec toi, puis ça va permettre de contrôler les dragons, t'sais. Fait que là, le culte en question récupère les masques, puis là, tes joueurs récupèrent les masques, puis là, c'est la combat de qui a les masques et tout ça. Puis au final, même si tu possèdes les 5 masques du dragon, là, tu peux pas contrôler Tiamat. Ils le disent dans le livre, là, première chose que Tiamat fait quand il la ramène à la vie, c'est qu'elle mange les gens du culte du dragon. Tout était planifié, elle s'en fout, il n'y a pas personne qui peut contrôler Tiamat. Là. Puis moi, ça, je trouve, c'est le meilleur move de Mastermind, c'est que pendant toute ta campagne, tu es convaincu que tu vas trouver quelque chose qui, au final, va te permettre de combattre le monstre, mais au final, tu as servi le monstre parce que tu as réuni ce qui lui permettait de revenir à la vie. Oui, je comprends. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de planification. Là. C'est cool, ça. Tu mentionnes ça, puis c'est vrai que ça me fait
Ça me fait faire pas des flashbacks, mais j'essaie de penser à d'autres ennemis qui ont ce genre de conséquences-là. Mais c'est cool parce que justement, là, tu vois en plus la beauté là-dedans, c'est que ça nous permet de pouvoir prendre deux genres puis de les mixer ensemble pour créer encore plus de nuances Mhm. selon le vilain. Puis Ouais, que ce dernier peut évoluer pour tomber dans une autre case par après. C'est ça qui est vraiment chouette. ouais. Pierre-Philippe, le temps file. Alors, la dernière chose peut-être qu'on pourrait adresser à nos auditeurs puis échanger là-dessus, là. Euh, à ton avis, tu sais, si tu avais un conseil, pas dire que c'est le conseil, là, mais tu sais, Ouais. si tu avais un conseil à donner à des maîtres de jeu expérimentés comme débutants pour pouvoir comme introduire ou créer un vilain dans leur campagne, qu'est-ce que tu leur suggérerais de faire? Une OK. action, une inspiration ou OK. autre, là. Selon moi, pour vrai, un bon vilain, ça prend autant de temps à construire que le personnage d'un joueur. Hmm. Dans le sens que ça a besoin de son backstory, ça a besoin de son histoire, ça a besoin de son compas moral, puis ça a besoin de ses objectifs. Un Ouais, bon tout à vilain, fait. c'est quelqu'un qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir remarquer ses défauts, qu'on va pouvoir trouver attachant à un certain point et qui va dans le fond, être. J'ai juste le terme en anglais, là. On va pouvoir. Relatable, c'est qu'on va pouvoir c'est quoi le terme en français, Félix? Aide-moi donc. On va Euh, pas se comparer à lui, mais Se se connecter. connecter à lui, c'est se comprendre son intention. Pas Ouais. très fort dans la traduction libre. Non, mais je comprends très. Mais ça serait de comprendre ses intentions sans nécessairement les supporter ou les soutenir. C'est de S'identifier. s'identifier. C'est exactement ça, merci. S'identifier au vilain, comprendre ses intentions, remarquer ses défauts. Bref, justement, le construire à la manière d'un personnage joueur, Mhm. mais de t'arranger, toi, en tant que DM, en tant que nouveau DM, de t'arranger à ce que le vilain aille une opposition au joueur. Dans le sens que, Ouais. genre, mettons que, genre, tu dirais que tu construis ton vilain, là, puis là, ton joueur, là, il déteste l'origan, là, mais ton vilain, il adore l'origan. Mhm. Puis là, finalement, ben, c'est genre une histoire de comme est-ce qu'il fait pousser de l'origan partout ou non. Là? Puis là, ça tourne autour de ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que Mm, ouais, c'est ça. un petit scénario épicé, ça. Un petit scénario. Puis c'est vraiment pour dire que ça se construit comme un personnage joueur lorsqu'on veut vraiment mettre de l'avant, si on veut, le vilain principal. Je te dis pas, chaque petit serviteur doit avoir une complexité d'enfer le permettant de comprendre que, genre, il se passe telle affaire dans sa vie. Là. C'est pas ça, là. C'est que ton vilain principal, c'est important qu'il soit bien construit à la manière d'un personnage joueur. Peut-être même que tu puisses construire presque autant qu'un joueur, ces deux, trois sous-fifres qui peuvent aussi avoir leurs propres Ah oui, accomplissements, leurs ça c'est propres nice. points de vue moral et leurs propres défauts. Mais puis suite à ça, ben, il y a les henchmen qui, eux autres, ben, au final, c'est peut-être juste une job qu'ils ont. Ah, OK, ben, je fais ça parce que je Mhm. suis bien payé, ou je fais ça parce que j'ai rien d'autre à faire, ou je fais ça parce que je suis une construction du plus grand vilain, tu sais, je suis un golem ou peu importe. Simplement pour dire, construisez ça à la manière d'un joueur. Puis ton Très côté, cool. Félix, toi, apprends-moi Euh, des choses. Moi, je te dirais que, à mon avis, là, une façon simple de vraiment créer un vilain mémorable, c'est Mhm. que les joueurs doivent sentir sa présence tout au long de leur aventure sans nécessairement constamment être confrontés au vilain. Je te donne un exemple tiré d'une aventure que j'ai fait. Un vilain qui aurait une faction, une bannière, puis que ses mercenaires ont un signe distinctif, des armures sombres, avec un casque, avec une crête de coq, tiens, disons n'importe quoi. Là. Mais OK. ils sont pas obligés de toujours rencontrer le méga vilain. Mais quand ils vont rentrer dans une ville, ils vont voir certains de ces mercenaires. Ils vont constater l'impact du passage de ces mercenaires-là qui, à chaque fois qu'ils passent dans une ville, volent toutes les vivres ou collectionnent toutes les œuvres d'art. L'art Mhm. disparaît. Fait que vos joueurs vont subir les conséquences des actions du vilain. Puis Ouais. ce que ça vient créer comme dynamique, ça renforce le fait que le vilain est inatteignable. Il n'est pas créé pour venir combattre vos joueurs. Il existe dans le monde, il pose des actions, il continue à vivre sa vie, puis c'est une belle façon pour vous de punir, puis je mets des guillemets là-dessus, de punir vos joueurs en fonction de leur choix. S'ils décident finalement de ne pas suivre les recommandations du villageois, puis de se rendre dans la ville principale parce qu'ils font d'autres choses, puis ils vont chercher de l'or, ben le vilain, lui, est allé. Puis quand eux, ils arrivent à la fameuse ville, le vilain, il est parti. Là. Il n'est pas là Je à pense que les c'est clair. attendre. Ouais, Ah, il ouais. est parti, tu sais. Il les a amenés, les œuvres d'art, puis il en reste plus, puis eux doivent dealer avec les conséquences, tu sais. Fait que c'est de faire vivre ce vilain-là au même rythme que vous faites vivre vos joueurs. Ça permet d'amener une vraie dynamique. Je pense que le temps s'écoule, puis ils prennent conscience de toute la puissance de ce vilain-là.
Est-ce que tu rentrerais ça dans le même contexte? Est-ce que ça serait le même exemple dans un contexte où est-ce que je reprends l'exemple que tu as mentionné d'une comète où, Mhm. par exemple, la température commence à augmenter à mesure qu'elle s'approche, Exact. puis là, il y a les répercussions qui se font avant qu'elle Tout à accomplisse fait. vraiment son objectif de vilain, entre parenthèses. Là. Ben oui, puis tu sais, les gens commencent à aller voler des vivres, puis là, il commence à avoir un peu de chaos dans les rues parce que tout le monde se prépare à comme l'après-comète. Tu sais. Ouais. Mais en fait, il s'est rien passé encore. Tu sais. Le méchant, il s'est pas pointé encore. Mais tu commences à ressentir toutes ces conséquences. Si c'est une bête, tu arrives dans une ville, c'est la famine, il a mangé tout le bétail. Tu sais. De Mhm. ramener les conséquences du monstre pour créer ce crescendo narratif jusqu'à la rencontre du monstre en question, moi, je trouve ça fait une bonne différence. Mhm. Ah, ben, très cool, Félix. Merci. Hey, good talk, that was fun. Ben oui, c'est cool. Puis d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, là, allez checker sur Internet, il y a plein d'autres trucs pour ça. Là. Il y a des outils partout sur Reddit, en ligne, n'importe quoi. Puis montez-vous des dossiers qui vous permettent de pouvoir aller chercher des conseils rapidement. Là. Moi, je m'étais monté un dossier, j'ai une feuille, j'ai des feuilles de Microsoft Word, là, où est-ce que c'est seulement des motivations de vilains. Mhm. C'est genre rien d'autre, c'est juste des motivations de vilains. Là. J'en ai à peu près une soixantaine. Puis ça va de genre euh, quelque chose de bien, bien simple, genre la survie, c'est ma motivation, à l'ambition. Ça permet seulement de pouvoir bouncer des idées, réfléchir à d'autres opportunités, d'autres éventualités que le classique je suis un vilain, puis je me twiste la moustache, puis je suis pas fin. Là, il y a Ouais, d'autres. c'est ça. Exact. Ouais, Hey, très très cool. cool. Hey, merci, chers auditeurs de Coups Critiques. On est très, très contents de vous avoir eu parmi nous pour échanger avec nous parce que, ben ouais, dans les commentaires, venez nous écrire ce qui, selon vous, fait d'un vilain un bon vilain, les vilains mémorables que vous avez combattus, que vous avez créés dans vos aventures, l'archétype de vilain qui vous intéresse le plus ou que vous trouvez qui a le moins sa place. On est fidèle au poste pour y répondre, très actif sur Facebook. Donc, n'hésitez pas. Puis, si jamais vous avez envie d'échanger davantage avec nous, ben, vous pouvez rejoindre notre chaîne Patreon pour pouvoir nous soutenir dans ce beau contenu que l'on vous propose. Et sur ce, on se dit à bientôt.